et bienvenue sur Radio Métula. Ce lundi, nous vous proposerons l'interview du Dr Olivier Katz, le spécialiste des affaires médicales de notre agence. Il répondra aux questions de Stéphane Juffat. Ensemble, ils tenteront de dresser une évaluation crédible de l'expansion actuelle du coronavirus. Je vous souhaite une écoute agréable. Docteur Olivier Katz, bonjour. Bonjour Stéphane. On est en pleine seconde vague de la pandémie de coronavirus, en tout cas en Israël. Et on a un petit peu de peine à comprendre ce que ça signifie. En quoi se caractérise cette seconde vague? Est-ce qu'il s'agit d'une seconde mutation du virus? Alors d'abord, il faut être sûr qu'on est vraiment dans une seconde vague. Pour l'instant, il y a un certain nombre d'interprétations différentes. Ça pourrait être la même vague, on va dire la première vague qui continue, qui a changé un petit peu son mode de propagation, qui est devenu un peu moins efficace pendant quelques temps, puis qui redevient maintenant, semble-t-il, beaucoup plus efficace. Ça pourrait être aussi une deuxième vague, effectivement. Et ça pourrait également être une mutation de virus dans le sens où on a découvert effectivement que la forme principale du virus, qui était le D614, pour l'instant ne se retrouve pas dans les recherches actuelles. On a une forme mutée qui est la G614 et qui a des avantages, on va dire, en ce qui nous concerne nous, dans le sens où c'est un virus qui devient nettement plus contagieux qu'il ne l'était. Ça, c'est pas vraiment un avantage, mais par contre qui devient nettement moins virulent qu'il n'était, et ça, c'est réellement un avantage pour le modèle que l'on pourrait envisager dans les prochains temps. Donc si je comprends bien, on a vérifié que en Israël, par exemple, eh bien, le virus de la deuxième vague n'est pas exactement semblable au premier. C'est ce que vous nous avez dit quand vous parlez des deux types de virus? Tout à fait, sauf que je ne garantis pas du tout que c'est en Israël, parce que il y a un certain nombre d'études de génomes qui ont été faites sur ces virus-là. On a dénombré, je crois, 21 génomes jusqu'à présent, et je ne peux pas vous dire exactement lequel est actuellement en Israël, ni s'il n'y en a qu'un seul, ou s'il y a une coexistence de 2 ou 3 mutations différentes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la forme primaire du virus qu'on avait il y a quelques mois, on se retrouve de moins en moins dans les prélèvements, et on retrouve beaucoup plus cette forme plus contagieuse mais moins dangereuse. Oui, alors plus contagieuse et moins dangereuse, ça veut dire que au pire de la vague précédente, on comptait 800 nouveaux cas par jour en Israël. On prend Israël comme exemple. Et puis maintenant, ça fait une dizaine de jours qu'on en compte 1400 par 24 heures. Est-ce dû en partie au moins à la progression de la médecine, où effectivement c'est simplement le fait que la nouvelle forme de virus est moins fulgurante? Mais il est indéniable que la décision politique essentiellement de tester beaucoup plus la population fait qu'on retrouve de plus en plus de patients positifs. On avait déjà, je pense que si en mars on avait fait 5000 ou 6000 tests par jour, on aurait eu un nombre de gens positifs nettement plus important qu'on l'a actuellement. Mais le fait est qu'actuellement, on a un nombre de patients plus important, mais des formes graves nettement moins importantes. Donc on est un peu entre le marteau et l'enclume en se disant, est-ce qu'on a besoin de traiter ou de tester déjà un peu plus pour avoir des chiffres plus importants, sachant que entre-temps, la façon de s'exprimer du virus est nettement moins virulente qu'elle ne l'était. Oui, parce que à 1 mort ou 2 morts par jour, ben, c'est toujours dommage quand on perd des vies, évidemment, mais ce serait un virus moins virulent que la grippe. Je pense que ces temps en Israël, eh ben, il y a plus de gens qui meurent de la grippe que du coronavirus. Donc on pourrait se dire que si la situation se stabilise, eh bien ça ne justifierait pas, ça ne justifierait pas les mesures qui sont prises, notamment de confinement. On pourrait tout à fait vivre avec des dizaines de milliers de cas de personnes qui sont inoculées, touchées par ce virus. Et puis dans le fond,
à part quelques maladies, quelques personnes qui souffrent de fièvre et d'autres symptômes, mais qu'on peut gérer, eh bien, on pourrait continuer à vivre ainsi et il n'y aurait pas besoin de porter des coups très durs à notre économie, alors que rien ne le justifierait en fait. Donc ça c'est facile à dire maintenant, dans le sens où on a déjà passé la phase la plus importante, celle qui était la plus stressante pour les politiques en tout cas. Maintenant, on pourrait dire qu'effectivement, tout le travail qui a été effectué de confinement, d'arrêt de l'économie pour éviter un nombre de morts important, aurait pu même être inutile, mais c'est trop facile à dire après. On était à la phase initiale où, notamment au niveau politique, on avait une question sérieuse à se poser. Est-ce qu'on était capable, comme l'ont fait les Américains, on va dire, de laisser filer 130 ou 150 000 morts dans le pays pour éviter que l'économie ne s'écroule? Je pense qu'Israël, comme une grande partie des pays européens, ne l'a pas fait. Et c'est tout à son honneur. Il y a un moment où l'humain peut primer sur l'économie. Si on regarde avec le recul maintenant, effectivement, on aurait pu gérer les choses différemment. Est-ce qu'on a une bonne raison de penser que les choses vont se détériorer, que tout à coup, eh bien, avec le même nombre de cas identifiés par jour, on va avoir beaucoup plus de malades sérieux et beaucoup plus de décès? Ou bien c'est simplement le fait qu'on ne sait pas ou pas grand-chose à propos du virus qui nous force à être prudents et à continuer les mesures de confinement et à vivre dans une situation qui est tout à fait extraordinaire? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le point de base, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ce virus. Ça fait des mois maintenant qu'on a des dizaines d'équipes qui travaillent dessus. On est incapable actuellement de connaître l'évolution de ce virus. Est-ce que dans les prochains temps, il va disparaître? On nous a déjà promis sa disparition dès l'arrivée des beaux jours, il n'en a rien été. On nous promet maintenant qu'il est de moins en moins virulent et que les choses vont se tasser toutes seules, pardon. C'est possible, mais c'est pas certain du tout. On peut très bien avoir un virus qui, au contraire, lors de la prochaine mutation, va être encore plus virulent que le précédent. Et jouer à la roulette comme ça en se disant finalement on essaye, on verra bien ce qui se passe, je pense que l'homme ne peut pas se le permettre. Les États encore moins, les décideurs ont leur responsabilité qui se joue sur ce genre de décision. Je pense que on ne peut pas se permettre de laisser les choses évoluer comme elles le veulent et en laissant le virus décider s'il va aller à droite, à gauche, s'il va se renforcer, s'il va diminuer, etc. Parmi les éléments qu'on ne connaît pas, parmi les doutes concernant le coronavirus, par observation, je ne suis bien entendu pas médecin, mais on peut se poser la question, on a des bonnes raisons de se poser la question, de savoir si ces mesures de protection, ces fameuses mesures barrières, sont efficaces ou si ce n'est pas tout simplement le virus qui décide où il va être fulgurant et où il va exister sous une forme beaucoup plus légère. Par exemple, il est clair qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, il apparaît ces jours, et depuis déjà un certain temps, dans sa livrée la plus mortelle. On compte les morts par dizaines et centaines de milliers et les nouveaux cas par dizaines de milliers par jour, alors que le virus qui a le même nom, auquel on attribue la même pathologie, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, eh bien, il ne fait qu'un très petit nombre de morts, même si dans certains pays, Iran, Arabie Saoudite, on arrive maintenant, je dirais qu'on flirte avec les 100 morts par jour. Mais la question que je me pose par observation et par comparaison de deux pays, si vous voulez, l'Italie qui a décidé de poursuivre la situation d'urgence, la situation spéciale,
le confinement, il y a des matchs de football sans public, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de rassemblement. On reste très très sérieux, très concentré. Il n'y a pas pratiquement de transport d'une ville à l'autre, et bien sûr pas ou très peu de transport vers l'extérieur du pays ou de gens qui arrivent en Italie, en tout cas pas sans être testés. Et la France où la vie sociale est pratiquement redevenue ce qu'elle était avant la pandémie, à certaines exceptions près. Euh, je cite Michel, la présentatrice de l'émission, qui me racontait, en préparation justement de celle-ci, qu'elle habite Saint-Rémy-de-Provence, et hier dimanche, eh bien, les gens étaient attablés au café, à l'extérieur, à l'intérieur. Pour la plupart, ils étaient les uns sur les autres, sans masque, sans aucun moyen de protection. Et je pense qu'il y a beaucoup de villes et d'autres agglomérations du sud de la France qui vivent dans la même permissivité. Alors, il y a quelques mois, cette comparaison entre l'Italie et la France donnait à peu près 10 000 morts par jour. Et aujourd'hui, ces deux pays ont choisi des voies différentes. Mais, et ça fait plus d'un mois que ça dure, on a pratiquement les mêmes chiffres, à la fois de contamination et de décès entre la France et l'Italie. On peut ajouter à cela également l'Espagne. Donc la question qu'on peut honnêtement se poser, et qu'on doit peut-être se poser, est-ce que ces mesures de confinement, hormis peut-être l'individu qui se protège à outrance sans sortir de chez lui, en réduisant ses sorties au minimum, eh bien, est-ce que la théorie du confinement, l'option du confinement, est-ce qu'elle a réellement un impact sur le virus, ou bien c'est pas le virus qui choisit là où il veut frapper et avec quelle véhémence il va frapper, puisqu'on a les mêmes résultats en Italie qu'en France? En tout cas, en ce qui concerne la première phase, il est très difficile de savoir si les mesures de confinement ont été efficaces ou pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui avaient décidé, du moins les pays qui avaient décidé de ne pas confiner du tout, de ne pas mettre de mesures de distanciation, etc., comme l'a fait l'Angleterre au départ notamment, sont revenus sur leur décision initiale et ont fini par confiner aussi. Donc on ne peut pas faire une comparaison simple en disant qu'un pays n'a pas confiné du tout, l'autre a confiné, on arrive à un résultat avec une différence de mortalité de X%. Ça ne marche pas. Mais ce qu'on peut quand même analyser, c'est ce qui s'est passé dans les bons élèves. C'est-à-dire des pays comme Taïwan ou Hong Kong, qui avaient certes une certaine habitude de la distanciation sociale, des masques, etc., ont réussi à passer la première phase avec un nombre de morts qui avait 2 chiffres. Donc on peut dire que d'une certaine façon, la distanciation sociale et le port du masque ont été efficaces. Alors est-ce que ça a été efficace dans un pays comme la France? Dans la première phase sûrement. Est-ce que ça va l'être encore maintenant? Est-ce qu'on a besoin de maintenir cette distanciation sociale et le port du masque? Le confinement, de toute façon, plus personne n'en parle. Il est clair que c'est beaucoup trop cher économiquement pour que quelques pays que ce soit se mettent à reconfiner. Ça, on veut bien confiner des petits espaces limités comme ils le font en Espagne, comme on le fait en Israël aussi, mais aucun pays ne confinera de façon globale toute sa population, ça c'est fini. Par contre, pour le port du masque ou les mesures de distanciation sociale, il est encore trop tôt pour savoir si, notamment pour la comparaison entre la France et l'Italie, si l'Italie avait raison de rester en mesure de confinement ou presque, ou si la France avait raison de laisser tout le monde s'exprimer et de laisser passer des événements sportifs, la fête de la musique, etc., avec un minimum de protection. Ce qui est sûr, c'est que la fête de la musique ayant eu lieu le 21 juin, on est déjà maintenant le 13 juillet, on pouvait penser que s'il y avait dû y avoir une accélération nette des cas de coronavirus après la fête de la musique, on l'aurait déjà vu. Mais il n'est pas impossible du tout que, de par sa mutation, le virus évolue de façon beaucoup plus lente qu'avant et qu'on se retrouve d'ici 15 jours ou 3 semaines
dans la deuxième vague en France qui aura été initiée par soit la fête de la musique, soit par un match de foot, soit par en tout cas un rassemblement important comme on en voit régulièrement ces derniers temps. On peut aussi se dire, par observation toujours, que le virus génère chez les populations une augmentation de la défense immunitaire et par la suite il s'éteint dans une contrée pour aller en attaquer une autre. Au moment où en Chine il faisait des ravages, eh bien, il n'y avait pratiquement pas de cas aux États-Unis. Et on peut tout à fait émettre l'hypothèse que les gens ayant développé justement ces capacités immunitaires, parce qu'ils avaient déjà eu affaire pendant des siècles déjà avec des virus qui ressemblaient au corona, eh bien, ils se sont adaptés et le virus s'est éteint ou en tout cas a fortement diminué par lui-même. Parce qu'il y a un autre exemple qui est l'exemple de la Suède, où on n'a jamais arrêté les réunions publiques, les spectacles, et la situation en Suède suit exactement la même courbe qu'en Italie, qu'en Espagne et qu'en France. Et la Hollande a cessé cette politique de l'ouverture et du non-cloisonnement, de même que l'Angleterre, comme vous l'avez tout à fait justement mentionné, mais pas la Suède et certains autres pays. Alors qu'on retrouve exactement les mêmes courbes, et je dirais presque au même moment. Et en Suède, proportionnellement, il n'y a pas eu plus de morts, il y a même eu moins de morts que dans les 3 pays ouest européens que j'ai cités. Oui. Mais le cas de la Suède est effectivement assez troublant, du moins dans la réflexion épidémiologique. Alors, l'épidémie n'étant pas finie, on ne peut pas dire de façon définitive que finalement ils ont les mêmes résultats que la France ou que l'Angleterre, mais effectivement, dans l'état actuel des choses et à cette phase de l'épidémie, on peut dire qu'effectivement, le fait d'avoir confiné ou pas n'a pas changé grand-chose, du moins pour la Suède. Par contre, cette immunité collective qu'on recherche et dont vous parliez au début, c'est ce que les Anglais auraient rêvé d'obtenir. Jusqu'à présent, on l'a que de façon partielle. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, en France, vraisemblablement, si deuxième vague il y a, elle ne sera pas dans les endroits qui ont déjà été touchés la première fois. C'est-à-dire que le Grand Est a peu de chances d'être touché par la deuxième vague de coronavirus, de par l'immunité, même s'il n'est pas collective de façon majeure, on n'a pas 70 ou 80% d'immunité. Les scientifiques estiment que une zone qui a été très touchée va avoir entre 6 et 10% de gens qui sont complètement immunisés. Mais en tout cas, ce pourcentage est suffisant pour éviter la contamination et que le facteur de reproduction soit supérieur à 1, et donc que le virus se développe de façon majeure dans cette zone-là. Donc on est un peu coincé, on ne maîtrise pas tout dans ce virus, et il faut être très humble dans la vision scientifique qu'on peut avoir du coronavirus. Mais en tout cas, ce qu'on retient pour l'instant, c'est qu'on a du mal à avoir une immunité collective, mais que ceux qui ont cherché cette immunité, à grand renfort de non-distanciation en tout cas, ont pratiquement les mêmes résultats que ceux qui ont fait tous les efforts pour éviter que leur population soit atteinte. À part bien sûr aux États-Unis, au Brésil, au Chili, etc. Bien sûr. Non, là pour l'instant on est en Europe. Je parlais. En fait, c'est le rapport entre la Suède et la France. Non, je comprends tout à fait. Mais il semble que le corona se comporte différemment par rapport à l'endroit où il est présent. Et c'est d'immenses différences. On voit l'hécatombe qui a lieu actuellement en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Mais est-ce que c'est l'endroit dans lequel il se situe ou est-ce que c'est la population qui va toucher on ne maîtrise pas bien non plus l'action de ce virus chez un Afro-Américain ou chez un Suédois. On sait que par exemple aux États-Unis, la population la plus atteinte, c'est clairement la population noire socio-économiquement faible. Donc peut-être que si en Suède on trouve peu de gens qui bénéficient de ces caractéristiques,
on a peu de chances que le virus attaque les Suédois de la même façon. On, on le comprend bien, mais l'idée de base de mon observation, c'est que on maîtrise franchement pas grand-chose, et puis même l'idée que les gens vivant dans une zone qui a déjà été attaquée comme l'est de la France, l'Alsace, pour être bien immunisés au moment d'une seconde vague, c'est aussi une hypothèse. On n'en sait en fait rien du tout. Bien entendu, mais on pourrait même aller plus loin. On a dit pendant longtemps que les gens qui avaient été atteints par le virus, je ne parle pas de ceux qui avaient juste récupéré une certaine immunité, mais ceux qui avaient été atteints par le virus et qui avaient et un PCR positif et une sérologie positive, étaient protégés contre la survenue du virus au cours de la deuxième vague, par exemple. Or, en fait, les études montrent que la protection dure à peu près 3 mois pour l'instant. Peut-être que ça bougera, mais les dernières études montrent que quelqu'un qui a été en contact avec le coronavirus est protégé pendant 3 mois. Donc, si la deuxième vague, ou la troisième vague, ou la cinquième, je ne sais pas, survient 3 mois après la première, on peut se retrouver même dans une zone qui, au départ, était bien atteinte et donc théoriquement hors de portée de la deuxième vague du virus, avec un accroissement majeur du nombre de cas et une rechute tout aussi importante du nombre de patients en réanimation, voire de décès. C'est toute la difficulté du mode de contamination de ce virus. Il faut quand même rappeler que l'épidémie de référence que tout le monde a revisité quand on a commencé à parler du coronavirus, c'est la grippe espagnole. Et cette grippe espagnole qui date du début du XXe siècle a tué des dizaines de millions de personnes, mais en 2 phases. La première a été la moins meurtrière, et la deuxième, qui est survenue 9 à 10 mois plus tard, a fait plusieurs dizaines de millions de morts sur une population qui normalement aurait pu être protégée et qui ne l'était pas. Est-ce qu'on connaît des cas non marginaux, je veux dire par là que plus d'une dizaine ou une vingtaine d'individus, de gens qui ont été 2 fois malades du corona? Je ne pense pas. Les Chinois avaient publié dès le début des cas spécifiques de gens qui avaient été atteints. Euh, je pense plutôt que ce qu'on peut dire plus objectivement, c'est que les tests de PCR ne sont pas tous efficaces à 100%, ni en positif ni en négatif, et que certaines personnes qui se sont retrouvées brutalement positives, sans aucune symptomatologie, mais uniquement parce que le test avait montré une positivité, alors qu'ils avaient déjà été atteints par le virus 2 mois avant, doivent se compter sur les doigts d'une main. Je comprends. Pour ajouter aux doutes et aux hypothèses, j'ai été beaucoup marqué par une autre observation encore que nous avons faite il y a à peu près un mois. Il y a un mois, le Moyen-Orient a été touché de plein fouet par un virus certes moins virulent qu'aux États-Unis et qu'au Brésil, mais qui a fait des milliers de morts en Irak, en Iran, en Arabie Saoudite, dans les Émirats du Golfe, dans toute cette région. Et beaucoup de gens touchés, encore maintenant d'ailleurs, hein, des milliers d'inoculations tous les jours. Et de manière tout à fait exceptionnelle, peut-être inexplicable, le Proche-Orient, lui, c'est-à-dire le Liban, Israël, l'autorité palestinienne, la Syrie, la Jordanie, dans le même temps, vivait une situation dans laquelle on pouvait imaginer que la pandémie était passée. On n'avait pas de mort quotidienne, on avait 20-25 nouveaux cas, c'était réellement résiduel. Et puis il n'y a pas eu de mouvement de population, hein. Les gens ne se baladent pas entre le Liban et Israël, ou entre la Jordanie et l'Égypte, la Syrie et Israël, bien évidemment, pour des raisons politiques, autant que pour préserver justement ces populations du virus. Donc on ne peut pas imaginer que ce soit le facteur humain qui ait transporté la maladie, je dirais, d'Arabie Saoudite en Israël. Et tout d'un coup, il y a à peu près un mois, alors qu'Israël
se protégeait presque au maximum de ses possibilités, avec isolement, avec interdiction de rassemblement, etc. Eh bien, avec toutes ces mesures de confinement, on a également été touché au Moyen-Orient et nos chiffres de contamination quotidienne, qui tournent autour des 1500 par jour maintenant depuis une dizaine de jours, rattrapent en fait ce qu'on avait vu au Moyen-Orient et ce qui reste au Moyen-Orient. Ce que je veux dire par là, c'est que les mesures de confinement qui étaient instaurées en plein en Israël n'ont pas protégé la population en fait. Et on peut également se poser la question, en tout cas c'est celle que je vous pose, est-ce que le virus en fait est plus fort que toutes les mesures qu'on est capable d'imaginer pour l'instant, et que l'impact en fait des distanciations sociales serait marginal, à l'image, à l'aune de ce que je viens de donner comme exemple, entre ce qui s'est passé à un mois d'intervalle dans deux sphères qui sont séparées par aucune mer, aucun cours d'eau, aucune montagne, qui sont le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Alors, s'il est plus fort, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus sournois et que les éléments que l'on connaît de sa transmission font qu'il y a un vide quelque part, et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas sur le mode de transmission. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on a complètement oubliée jusqu'à présent, qui fait que le virus peut passer des pays à l'autre par un autre moyen, par l'eau, par un autre cheminement en tout cas? Ou est-ce que, comme on l'a constaté notamment en France, il y a des gens qui sont porteurs, mais qui sont des grands diffuseurs, qui peuvent à eux tout seuls contaminer 50 personnes? Et il y a des gens qui font des allers-retours dans le monde proche-oriental, ne serait-ce que des diplomates ou autres. Il suffit que là-dedans, l'un de ceux, on va dire américains, parce que c'est ceux qui ont tendance à faire le moins attention à leur positivité, soit un grand distributeur de virus pour qu'il puisse à lui tout seul contaminer d'un côté comme de l'autre des pays aussi hermétiques au départ que le Liban et Israël, ou l'Égypte, Israël, la Jordanie, peu importe. Donc le mode de contamination, il est difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où sur place, on retrouve un cluster de 5-6 personnes qui sont positives, le pays, du moins le virus dans ce pays-là, pour se développer, a besoin de très peu de choses. Il a besoin de quelques contacts tous les jours, et avec ça, il a un boulevard devant lui pour pouvoir attaquer un pays complet. Donc il y a eu quelque part visiblement un passage entre un pays, je ne sais pas si c'est l'Iran et le Liban, ou les États-Unis, Israël, je ne sais pas, mais il y a eu des transmissions qui ont fait que le virus est reparti dans des pays qui au départ n'ont pas de contact. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, l'autre problème, c'est qu'on ne sait pas tout non plus, et que dans le mode de transmission de ce virus, il y a peut-être des facteurs qui nous ont complètement échappé. Il y en a un qui m'échappe dans cette explication, c'est le fait qu'on peut pratiquement tracer des lignes rouges. Cette explication serait valable si c'est un pays qui était touché. Si par exemple Israël, par l'exemple que vous avez donné, les nombreux voyages des diplomates américains qui ne font pas très attention à leur situation sanitaire, qui arrivent en Israël avec déjà des malades en Israël et qui redonnent un coup de fouet à l'épidémie. Mais c'est pas ça. C'est qu'on pouvait tracer une ligne rouge tout à fait claire et droite entre le Proche et le Moyen-Orient. Et il est impossible que dans la même zone temps, qui est le deuxième élément de mesure, au même moment, eh bien, la deuxième zone qui était épargnée arrive simultanément entre des pays qui, eux, n'ont pas de relation entre eux. Je parle Liban, Israël, Jordanie, Égypte, Syrie. Au même moment, voit se déclencher la seconde vague de virus. Ça, c'est la première ligne rouge. La deuxième ligne rouge, c'est la vitalité du virus. Alors, on voit, on peut tout à fait aussi tracer une ligne rouge. Il y a 2 mois, les gens mouraient à raison de 10 000 par jour
dans les 3 pays de l'Ouest européen, que sont l'Espagne, l'Italie et la France. Et aujourd'hui, eh ben, c'est marginal. On a 25 morts et on a 500, 300, 200 nouveaux cas par jour. On peut tout à fait tracer la ligne rouge. On peut en tracer encore une qui passe par l'océan Atlantique et qui nous montre que la situation dans les Amériques est totalement différente, elle aussi, de ce qu'on voit, et qu'elle est bien spécifique, non pas par pays ou par agglomération, mais par bloc, par zone. Et là, il n'y a rien de sensé, il n'y a rien de logique que je connaisse qui peut expliquer l'existence de ces lignes rouges, à part peut-être des mutations, non pas du virus, mais des adaptations au climat, à l'humidité, ou que sais-je encore, au degré d'ensoleillement. Mais ce qui est très intéressant et qui pose question, c'est qu'on a par exemple pratiquement la même météo, que ce soit en Arabie Saoudite et dans le sud d'Israël, ou en Syrie et en Irak, qui sont des pays limitrophes d'ailleurs, en Irak et en Iran, etc. Et tout cela n'affecte pas le fait qu'on peut tracer des lignes rouges, tant au sujet de la nocivité du virus, que du moment où il pénètre justement dans une de ces zones, et ce qu'il y fait. Alors, est-ce qu'on a une explication pour cela, ou ça s'ajoute à une des plus grandes énigmes parmi tant d'autres qui enveloppent cette épidémie? Il est évident qu'il y a des hypothèses, mais on n'a aucune explication claire, en dehors peut-être des problèmes des États-Unis, où là on sait qu'on est en première vague aux États-Unis, donc on est dans l'espace américain exactement au même niveau qu'on était en Europe au mois de mars. Donc ça, on sait comment ça évolue, on sait que effectivement on est dans la phase la plus tragique de la transmission du virus. Donc je mettrai les États-Unis de côté. Par contre, pour le reste, comme on est en vague 2, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas en suivi d'épidémie, on n'a pas d'explication réelle, enfin moi je ne connais pas d'explication simple pour comprendre pourquoi 2 pays qui sont relativement proches en matière de climat, de géolocalisation, etc., ont un virus qui s'exprime de façon complètement différente. Pourquoi est-ce que l'Iran est attaqué de façon tragique par le virus, alors que des pays type le Liban ou Israël, qui ont un nombre de patients au moins aussi important, ont des formes nettement moins graves. Et ce n'est pas dû uniquement à l'état sanitaire du pays et à son niveau médical. Il se passe quelque chose au niveau du virus lui-même qui fait que l'expression du virus est tout à fait différente dans ces 2 pays. Mais la raison de ce mode d'expression différent, moi, je ne la connais pas. Et on peut ajouter la question, pourquoi des pays qui ont zéro interaction entre eux, comme le Liban et Israël, et la Syrie et la Jordanie, voient la deuxième vague les attaquer exactement au même moment, avec le même type de virus, c'est-à-dire beaucoup de gens touchés et peu de cas graves et peu de décès pour le moment, relativement peu de décès, par exemple, relativement aux États-Unis. Et ces pays, par le hasard politique, c'est vraiment zéro passage entre Israël et le Liban, eh bien exactement au même temps, au même moment, eh bien, ils connaissent la deuxième vague. C'est quand même énormément de points d'interrogation. Bien sûr, mais sans vouloir faire de la politique fiction, on peut quand même concevoir que la liaison entre Israël et le monde arabe va se faire par l'autorité palestinienne, et que les Palestiniens rentrant facilement en Israël pour travailler peuvent ramener le virus chez eux, qu'une fois qu'ils sont chez eux, ils peuvent, par l'intermédiaire de leur famille ou de leurs amis, avancer vers le Liban, vers la Syrie, vers l'Égypte. Il y a un chaînon, je veux dire, entre Israël et le monde arabe. Est-ce que c'est ça qui a été mis en œuvre, ou est-ce que le mécanisme a été uniquement géographique, parce que le virus devait tomber à ce moment-là dans ce pays-là?
je suis incapable de le dire. Mais on peut trouver un point commun entre Israël et d'autres pays arabes. C'est des hypothèses. Mais pour information, donc les travailleurs palestiniens ne traversent plus vers Israël, et même il y a confinement maintenant de ville en ville dans l'autorité palestinienne, parce que comme les Israéliens, comme tout le monde, eh bien, les dirigeants palestiniens sont très inquiets de cette recrudescence du virus. Eux qui n'ont pas même connu la première vague, hein, il faut le rappeler. C'est un cas assez extrême. Et puis, bien entendu, les Palestiniens ne vont pas au Liban, en tout cas pas ces jours. Le Liban, pour différentes causes, mais surtout la même peur, la même crainte, ou peut-être hystérie du virus, est pratiquement un pays fermé sur l'extérieur comme les Israël. Oui. Donc, il est possible en tout cas que le passage se fasse par un vecteur qui peut être animal, qui peut être tout à fait au pire. Les hypothèses ne manquent pas pour trouver comment on peut passer de l'un à l'autre, mais il se peut aussi que ce soit uniquement le virus lui-même qui ait décidé de passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de modèle qui permette d'expliquer pourquoi la deuxième vague survient en même temps dans deux pays qui sont théoriquement sans relation l'un avec l'autre. Dans 5 ou 6 pays sans relation les uns avec les autres. Oui, même 2, ça suffit. Non, mais c'est encore plus impressionnant quand on pense à tous ces pays avec une ligne qui bouge au même moment. Et ces pays qui reçoivent le même type de virus dans sa même virulence. C'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce qu'on... Je vais arrêter d'utiliser le verbe savoir quand on parle du coronavirus, parce que ça sert à rien. Mais est-ce qu'on a, dans le monde scientifique, est-ce qu'on estime que le risque est élevé que la deuxième vague se déclenche également en Europe de l'Ouest, en France, en Italie et en Espagne? Et j'ajoute à la première question, est-ce que ces mêmes spécialistes savent plus ou moins quand cette deuxième vague est attendue? Et donc, d'abord, certains spécialistes pensent qu'il n'y aura pas de deuxième vague. D'autres estiment que, effectivement, les modèles mathématiques donnent, en fonction du taux de reproduction du virus et du taux d'infection à partir des clusters, la date possible de la deuxième vague. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui n'ont peur ni du ridicule ni de se tromper disent que, visiblement, cette deuxième vague devrait survenir au courant de la deuxième quinzaine du mois d'août. Mais c'est un pur modèle mathématique. Comme on disait déjà tout à l'heure que ce virus a une tendance à ne pas suivre les modèles qu'on voudrait bien lui imposer, donc il n'est pas certain du tout qu'en ce qui concerne la deuxième vague, il veut bien accepter de rentrer dans les clous cette fois. Mais globalement, le mois d'août serait le moment où on pourrait voir survenir, du moins en France ou en Europe, cette deuxième vague. Oui, c'est vraiment étonnant. On n'a jamais connu un virus qui ressemblait dans son mode opératoire au corona? Alors, on a déjà connu des coronavirus. Il y a eu déjà plusieurs épisodes de coronavirus, mais qui n'ont jamais pris les proportions que prend ce coronavirus actuellement. Donc, en tout cas, sur la réponse humaine et sur l'atteinte qui peut avoir lieu sur l'homme, on n'a jamais eu jusqu'à présent de virus aussi dangereux, du moins depuis toujours cette fameuse grippe espagnole. Donc on n'a pas de modèle simple. Tout ce qu'on sait, c'est que ces virus qui sont à point de départ vraisemblablement animal, je ne veux pas relancer la polémique sur l'origine de ce virus, mais on va dire quand même que jusqu'à preuve du contraire, l'origine est animale, sont des virus qui sont très compliqués à gérer pour l'homme parce qu'ils ont des modes de transmission que l'homme a du mal à enrayer. C'est-à-dire que ce n'est pas un virus simple où on sait qu'on peut attaquer la membrane du virus, rentrer et l'éliminer. On est très content quand ça marche, mais avec les coronavirus, justement, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver et des traitements différents et des modèles mathématiques différents pour essayer de voir comment il va se comporter. Et c'est pour ça que la grande difficulté pour les scientifiques, en tout cas face à ce coronavirus, c'était de gérer
d'un côté la vision scientifique qui nécessairement risquait d'être particulièrement dangereuse et délétère pour la population, et la vision humaine et écologique et économique, pardon, qui elle consistait à se dire il faut faire quelque chose, mais il ne faut pas que ça ne dérange trop l'économie et que le monde puisse continuer à tourner quand même. Et parce que là, on a des économies détruites. On a en Israël, par exemple, sur une population active de 4 millions et demi de personnes, on a 1 million de chômage dû au corona. Et en comptant un ou deux décès par jour, toujours malheureusement, eh bien, ça ne justifie absolument pas la mise à pied de ces gens. Et il y a certaines professions, notamment dans le tourisme, mais également dans le domaine que je connais bien, qui est celui de l'aviation, où on peut imaginer, c'est ce qu'on se dit entre pilotes, où il y a pratiquement 90% de pilotes qui ne volent pas, qui ne pilotent pas. Eh bien, on se dit que 80% de ces 90% ne vont pas retrouver un manche à balai, au moins dans les 3 ans à venir. Alors, si c'est pour avoir... pour épargner ou pour essayer d'épargner 1 ou 2 décès par jour, ça frôle même le ridicule. C'est pas ridicule dans l'idée de conserver la vie, de préserver les gens d'une grande menace, mais la menace, elle se décide aussi au jour par jour, au jour le jour, et s'étant l'activité économique dans tous ces domaines, elle est totalement arrêtée, alors que même si on a un nombre important de contaminations quotidiennes, eh bien, on n'a pas de raison objective, de raison scientifique, aujourd'hui, au jour le jour, d'imposer aux populations ce genre de restreintes. Et l'économie, la pauvreté, ces familles qui sont dans le doute, ces pilotes qui ne savent faire que piloter des avions, et qui étaient pilotes pendant 20 ou 30 ans et qui ne savent effectivement que faire ce métier, donc qui se sont préparés à rien d'autre, on ne peut pas leur jeter la pierre, et qui ont acheté des maisons à 2 ou 3 millions d'euros parce qu'ils n'avaient pas de crainte de perdre leur travail, et des voitures à 2 ou 300 000 euros, et bien, se retrouvent aujourd'hui devant des charges et devant des dépenses qu'ils ne pourront pas supporter. Et en dépit de la bonté et l'ouverture dont essaient de faire preuve les gouvernements, en fait, dans ces cas qui semblent isolés mais qui touchent des parties entières, des pans entiers de la population, eh bien, ces gens ne vont pas trouver de l'aide, et toutes les compagnies aériennes moyennes, privées et plus petites ont déjà déposé le bilan, et on ne travaille plus chez Boeing, on ne travaille plus chez Airbus, on ne travaille plus chez les centaines de milliers, les millions de sous-traitants qui fabriquent des sièges, qui fabriquent des ordinateurs, qui s'occupent de l'entretien, qui s'occupent des repas. On ne parle plus des hôtels, on ne parle plus des taxis d'aéroport. Tout ce monde-là est mis en danger, et on a le droit, c'est tout à fait légitime de se poser la question de savoir si les effets actuels, puisqu'on ne peut rien dire, vous nous l'avez répété depuis le début de cet entretien, déjà les entretiens précédents, puisqu'on ne peut rien dire sur l'évolution et qu'on est condamné à agir au jour le jour, eh bien, la constatation de ce qui se passe aujourd'hui au jour le jour, c'est qu'on a condamné des gens à ne plus pouvoir exercer leur métier pour plusieurs années sans savoir quel sera le développement du virus, et si il nous menace d'une hécatombe de dizaines de millions de personnes, ce que personne ne peut dire ou prévoir à l'heure actuelle. Non, mais je comprends que ce soit frustrant, notamment pour des professions qui effectivement ont été très exposées au confinement, que ce soit le tourisme ou l'aviation, bien évidemment. Mais on ne pourra juger de l'efficacité de ces mesures-là qu'une fois que l'épidémie sera finie et définitivement finie, où on pourra dire on a, oui ou non,
permis d'éviter Olivier, dizaines de milliers de morts. permettez-moi de vous interrompre pour nourrir votre réflexion. Mais si cette constatation se fait dans 5 ans, ces métiers auront disparu et ces gens plus ou moins aisés, parce qu'ils ont beaucoup travaillé et beaucoup étudié, vont perdre leur qualité de vie et vont se retrouver à la rue. Mais je ne dis pas qu'on aura la réponse que dans 5 ans, mais Mais je c'est pense que possible. pour l'instant, Mais c'est possible. je pense pas. Je pense que ce sera beaucoup plus proche que ça. Il y a un moment où, comme toutes les épidémies, celle du coronavirus va s'arrêter de sa belle mort. Je veux dire, non pas qu'on aura réussi à la combattre, ça, je ne suis pas certain du tout qu'on trouvera des traitements ou des vaccins, mais en tout cas que si on n'arrive pas à la combattre, elle s'arrêtera toute seule parce que les conditions extérieures feront que le virus va disparaître. Et à ce moment-là, on pourra compter les morts ou compter les non-morts. Et le monde actuel, et je pense encore plus le monde israélien pour une raison plus éthico-religieuse, mais même le monde occidental en règle générale, ne supporte pas la mort d'un humain. On fait la guerre à des kilomètres du lieu de bataille, et quand il y a un mort, 2 morts ou 5 morts, c'est considéré à juste titre comme une tragédie. Mais on n'a pas le droit dans un monde occidental d'avoir des morts. C'est pas possible. Alors, est-ce que le fait de perturber complètement l'économie pour éviter ces morts est acceptable ou pas? Ça devient une notion de valeur philosophique. Est-ce que l'humain prime sur l'économie? On pourra en parler longtemps, mais je pense qu'en tout cas, il a prévalu sur l'économie lors de toute la phase 1 de ce coronavirus, et qu'aucun décisionnaire n'a osé prendre la décision, sauf peut-être les Américains, de sauver son économie au détriment de ces humains. Donc finalement, je pense que pour l'homme, c'est plutôt un bond en avant qu'une régression. Si l'homme est plus important que l'économie, c'est que il y a encore quelque chose à faire sur l'homme et sur sa façon de réagir. Est-ce que ça a été bien ou vivable pour les gens qui ont été les plus touchés? Évidemment que non. Mais ça, je pense que les États, comme l'État français l'a fait déjà depuis un certain temps, sont capables de remédier à ces pertes économiques par la mise en place du chômage partiel, par éventuellement le revenu universel par la suite, etc. On peut, grâce à la façon dont on a géré cette épidémie, essayer d'envisager un monde différent et de voir est-ce que l'homme sera meilleur après le coronavirus ou pas. Mais c'est encore trop tôt pour, peut-être pas pour y réfléchir, mais en tout cas pour prendre des décisions claires à ce sujet-là. C'est la vision optimiste des choses, Olivier, parce que la vision pessimiste, elle nous dit que la France ne pourra pas rembourser le principal de sa dette pendant les 50 prochaines années et que probablement elle va se limiter à la servir. Et on va pas très loin comme ça. Et au niveau des schémas économiques, avec toutes les difficultés qui existaient déjà auparavant, avec la dette publique qui était énorme, en ajoutant, si je fais le parallèle avec Israël, environ 10 millions de chômeurs, les caisses publiques sont totalement incapables d'assumer ou de proposer une vie décente à ces 10 millions d'individus, surtout si ça dure très longtemps et si des professions sont appelées à disparaître. Il ne faut pas oublier une autre chose assez simple, c'est que la pauvreté aussi est une maladie. La pauvreté tue, elle tue pas seulement par la faim, mais elle tue par la détresse psychologique, elle tue par les gens, et j'en vois dans mon entourage, qui n'ont plus envie de vivre, chez qui le ressort est cassé, et ça amène d'innombrables pathologies aussi. Bien sûr, mais il faut comparer ce qui est comparable. Je ne veux pas du tout me mettre dans la peau des économistes. Vous avez à la MENA des gens qui sont bien plus forts que moi dans ce domaine-là. Mais d'abord, il n'est pas certain du tout que cette dette soit un jour remboursée. Et quand bien même il faille la rembourser,
je pense que le but des gouvernements actuels européens, en tout cas, ou américains, c'est d'éviter ce qui s'est passé en 1929. Tout le monde a, au moins, je ne dis pas qu'ils l'ont vécu, mais en tout cas, tout le monde a en tête la Grande Dépression de 1929, et tout le monde a fait des efforts en gérant le coronavirus pour que la perte de 10% de PIB ne soit pas responsable de la même catastrophe qui s'est passée en 1929. Est-ce que les gouvernements ont bien réagi? Globalement, oui. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Sûrement, mais en tout cas, il y a un nombre de chômeurs conséquent. On n'a pas cette extraordinaire dépression avec son cortège de problèmes sociaux qu'on avait en 1929. Donc, une fois de plus, je pense que l'homme a été intelligent, a été capable de dépasser la référence 1929 pour faire avancer l'humanité dans un sens qui semblait beaucoup plus compatible avec la vie humaine. J'espère que vous avez raison, Olivier. Je constate que samedi, il y avait 60 000 personnes dans les rues en Israël. Et je prophétise, je prends ce risque pour vous dire que le week-end prochain, il y en aura 100 000. Et ça va aller grandissant parce que les indépendants n'ont pas été rétribués, n'ont pas touché d'aide ou par des sommes ridicules, en ajoutant les professions du tourisme. Il y a 1 million de personnes sans emploi et l'amertume grandit et ces gens deviennent même relativement violents. Et je pense que la grande différence entre 1929 et maintenant, c'est qu'on est parti d'une situation économique qui était quand même nettement supérieure actuellement, d'un confort de vie qui n'existait pas en 1929, mais on est en train de le perdre, ce confort de vie. On voit pas les gens qui sont dans cette détresse, et les gens sont dans cette détresse absolument partout. J'en prends pour autre exemple Kiryat Shmona, la ville qui se situe à côté de chez nous, à 11 km, 25 000 habitants. La moitié sont confinés, il y a au moins 1000 malades à Kiryat Shmona, et c'est une ville dont les 2 tiers de la population se contentent du salaire minimum. On voit déjà les signes de pauvreté, on voit les gens fouiller dans les poubelles, et ils sont encore en train de vivre sur leurs économies, leurs maigres économies. Mais il m'apparaît, je ne partage pas cet optimisme. Je pense que les gens aujourd'hui ont une certaine pudeur à descendre dans la rue et à demander leur dû, mais plus leurs réserves vont s'amenuiser et plus la violence va gagner la rue. C'est ce qu'on est en train de voir en Israël. Et j'ai l'impression que le million de personnes qui n'a pas de travail aujourd'hui, on va le retrouver au mois d'août ou au mois de septembre dans les rues en fin de semaine et les autres jours aussi. Et ça va être pareil à mon avis, mais dans des proportions beaucoup plus grandes dans les grands pays européens notamment. Ah, mais c'est sûr qu'on risque une explosion sociale en Israël ou ailleurs, mais même si cette explosion survient, l'État a les moyens, ne serait-ce que financiers, de la gérer. Quand en novembre 2019, Macron en France a distribué quelques petits milliards aux Gilets jaunes, Qu'il n'avait pas, Olivier. Il n'avait pas déjà à ce moment, il n'avait pas bien entendu. l'argent. Il n'avait pas de l'argent pour payer les heures supplémentaires des forces de l'ordre depuis le mois de novembre, Tout à fait. Mais avant la pandémie. je suis bien d'accord, mais c'est exactement là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en fait, il a distribué quelques misérables milliards aux Gilets jaunes, et tout le monde a crié au scandale parce qu'on dilapidait l'argent de l'État, etc. Quand le coronavirus est arrivé, on a sorti du chapeau 100 milliards venant par la BCE. Macron a dit, de toute façon, peu importe que ça coûte, on traitera le coronavirus, et je pense que c'est effectivement ce qui va se passer. Alors il y a peut-être un retard entre le politique et la rue, sûrement, mais les États sont tous prêts à gérer par une distribution de l'argent qui n'est pas à eux bien entendu, et c'est qui n'est pas en puissant fin, c'est-à-dire que la BCE, dans quelques mois, peut-être dans 6 mois, elle n'aura plus les moyens d'aider tout le monde. C'est le principe de la caisse maladie, mais si tout le monde est malade, à part imprimer des billets
de banques comme ça se fait actuellement au Liban, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas les ressources profondes de la France qui ont été distribuées. C'est des emprunts qui ont été faits et que le pays n'est pas capable de rembourser. L'économie globale, l'économie européenne ne pourra pas toujours, ou en tout cas sur une durée de quelques décennies, supporter cet effort parce qu'il n'a pas de répondant sur le marché, dans l'économie et dans l'industrie. On va vraiment vers des mondes compliqués. Mais essayons d'être plus positifs parce que c'est aussi une de nos marques de fabrique à la MENA. Dans les bourses, on entend beaucoup parler des développements de remèdes possibles, notamment de vaccins. Mais dans les journaux ordinaires, beaucoup moins. Alors, on en est où sur le front des vaccins? Est-ce qu'on aboutit quelque part? Est-ce qu'on est passé en phase d'expérimentation sur les humains? Ou on n'en est pas encore là? Mais je pense que vous avez très bien exprimé la dichotomie entre le marché boursier et le monde scientifique, où il y a un certain nombre de sociétés qui travaillent sur des vaccins. L'OMS en répertorie à peu près une vingtaine. Notamment, il y a quelques gros comme Pfizer aux États-Unis ou AstraZeneca en Europe, mais la communication de ces entreprises est beaucoup plus importante que les études qui sont en train de mettre au point. Non pas qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent très bien, ils travaillent très vite, mais il faut beaucoup de temps pour arriver à un essai de phase 3, c'est-à-dire un essai où on peut utiliser le produit sur un humain, et il y a 2 ou 3 laboratoires qui commencent à tester les vaccins en phase 3, mais sur des cohortes qui sont relativement faibles. On peut difficilement considérer qu'un vaccin est efficace sur l'humain avec 45 malades. Donc autant en bourse, dès qu'il se passe quelque chose, on est au courant immédiatement parce que le but est quand même de faire monter le cours de l'action du laboratoire en question. Autant sur le plan scientifique, non pas qu'ils ne publient pas, ils publient beaucoup de choses, mais les avancées sont beaucoup plus limitées. C'est-à-dire que les plus téméraires considèrent que la mise au point du vaccin pourra se faire d'ici la fin de l'année. Beaucoup pensent qu'on repoussera l'échéance à 2021. Alors, la grande communication, une fois de plus, elle n'est pas scientifique, elle est purement politique, c'est de savoir à qui profitera ces vaccins. Chaque laboratoire pour lequel le management, ou du moins l'actionnariat, est américain, dit qu'il va privilégier les États-Unis comme l'a fait Sanofi. D'autres vont privilégier l'Europe comme AstraZeneca par exemple. Israël travaille avec des laboratoires comme Moderna, etc. Tout le monde essaye d'avoir dans sa musette le maximum de vaccins potentiels le jour où il va sortir. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Alors les Chinois avancent aussi dans la fabrication du vaccin. Ils ont un avantage qui n'est pas très scientifique, mais qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent tous les soldats de l'armée chinoise comme cobayes. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pas mal, ça. À part si on est un soldat chinois, bien entendu. Mais et en Israël, est-ce qu'on est toujours dans le coup dans la recherche des vaccins, ou bien on est à la traîne? Non, les Israéliens sont bons aussi. Il y a notamment 2 instituts. Le premier, c'est l'IBR, l'Israel Institute for Biological Research, qui travaille sur un vaccin à partir d'un produit qui était destiné au départ à la bronchite infectieuse du poulet et qui a fait des avancées non négligeables. Ils doivent être en début de phase 3. Et le Ternion aussi, qui a bien avancé dans sa conception du vaccin, qui termine sa phase 2 et qui va aussi rentrer en phase 3. Ce qui est intéressant dans les laboratoires israéliens, c'est que, une fois plus, ils cherchent out of the box. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une vision tout à fait originale, notamment c'est l'Institut de recherche biologique qui met au point un vaccin à vecteur viral, c'est-à-dire qu'il prend un autre vaccin qui est celui de un autre virus qui est celui de la rougeole, qui le transforme et qui l'adapte pour combattre le SARS-CoV-2. Donc ça, c'est des pans entiers de recherche qui sont
complètement inhabituelle. Alors, c'est sûr que ça prendra un peu plus de temps parce que c'est beaucoup plus simple de fabriquer un virus inactivé ou atténué. Je ne dis pas qu'il sera plus efficace, mais en tout cas, c'est plus simple à fabriquer que de chercher un antigène spécifique ou un vecteur viral autre avec lequel on pourra fabriquer un vaccin. Mais les Israéliens sont tout à fait dans la course et dans des domaines où on les attend, c'est-à-dire justement tout à fait inattendus. Bien, alors si on fait le relevé de l'état des recherches, même si le vaccin sera disponible quelque part en 2021, on pourrait quand même, on peut quand même décemment penser qu'on sera débarrassé de cette pandémie d'ici, si on est pessimiste, d'ici un an, ce qui est quand même quelque chose une vision assez agréable des choses parce que les gens souffrent. Hein. Il suffit depuis Metula de descendre à Kiryat Shmona, de voir la peur, de voir quasiment la peur panique, de voir des familles entières décimées à cause du confinement. Hein. On met une personne malade dans un appartement avec 4 personnes saines et les autres sont également malades. Donc c'est de la souffrance, c'est beaucoup de réflexion, c'est un autre monde qui est en mouvement, un monde assez triste quand même. Hein. Mais je mettrais juste un bémol à votre explication concernant la fin de la pandémie, même à un an. Il est parfaitement possible que le virus du corona se retrouve dans la même situation que la grippe, c'est-à-dire que finalement ils reviennent régulièrement. C'est toute la difficulté du vaccin, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un produit qui puisse suivre l'évolution comme le vaccin de la grippe. Virus lui-même. Comme le vaccin de la grippe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on aurait chaque année un nouveau vaccin anti-corona. Si on arrive à le faire, oui. En tout cas, on a besoin chaque année d'un nouveau vaccin. Oui, absolument, mais bon... Il y a tellement d'inconnus sur le chemin de ce qu'on vient d'évoquer. En fait, il y a des inconnus. Chaque pierre qu'on retourne... C'est sûr. Même le pire n'est jamais sûr, donc tout va bien. Oui, c'est une bonne chose. C'est un dicton assez israélien également, ça. Et puis, il faut aussi profiter de la vie, profiter des vraies valeurs que sont l'amitié, l'amour, etc., la fidélité à ces choses-là. Olivier Katz, je vous remercie. Vous nous avez beaucoup éclairé, même le fait de dire la vérité, et contrairement à tous ces faux prophètes de la médecine, nous promettre monts et merveilles. Le fait de dire qu'on ne sait pas, le fait d'évoquer les doutes, mais de le faire intelligemment, c'est-à-dire de les caractériser, de remplir le doute, d'exprimer quelles sont les questions qui se posent. C'est une démarche qui est très MENA et le public, j'en suis certain, appréciera. L'autre message qu'on a à donner et qui fera certainement plaisir à pas mal de gens, c'est que à partir de la semaine prochaine ou la semaine suivante, on aura une émission par semaine de Radio Metula, la radio de la MENA, de la Metula News Agency. Et ce sera à date et à heure fixe. Et la plupart du temps, ce sera un journaliste qui interroge un autre journaliste dans son domaine de prédilection. Vous le voyez, on a chacun notre domaine de prédilection. Et quand ce sera nécessaire, eh bien, on fera également appel à des journalistes, soit pour poser les questions, soit pour y répondre, qui ne participent pas ni à ni de la MENA. Et puis, ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de faire d'autres émissions pendant la semaine. Chaque fois qu'un événement qui sort du commun se produit, eh bien, on fera des émissions et on va essayer de donner plus de poids à cette activité. Et par exemple, il est fort possible que la semaine prochaine, on inverse les rôles et que ce soit le docteur Katz qui me pose des questions sur le sujet qui lui plaira, hein, que ce soit la situation en Iran, ces explosions qui n'en finissent pas à Téhéran, ou la situation intérieure en Israël. Bien voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Toujours dans la même philosophie d'approche, hein, ceux qui veulent des réponses courtes, des dépêches de 10 lignes
eh bien, ils iront les chercher chez d'autres agences qu'on ne citera pas. Et je ne sais pas ce qu'on peut apprendre d'une dépêche de 10 lignes à propos du corona. Nous faisons dans la profondeur, dans le détail. C'est pas pour les gens qui ont du temps, c'est pour les gens peut-être qui ont moins de temps que les autres, mais qui savent le prendre pour rester informés, pour rester en contact avec l'actualité et pour savoir réellement ce qui se passe. Je vous remercie encore une fois, Olivier Katz. C'est moi qui vous remercie. Je suis désolé de ne pas vous donner plus d'informations certaines et claires. Malheureusement, le monde du corona, c'est pas la simplicité même. Le sage est heureux plus lorsqu'il sait poser une nouvelle question que quand il trouve la réponse à une autre. Alors, il n'y a pas de problème, on sera heureux avec le corona. Bonne suite d'activité à tous nos auditeurs. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.